Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve au jardin public de Guingamp. Voilà, oui. Il est beau, il est tout fier. Et toi, t'as toujours ton foulard moche là. Ouais, mais sauf que tout le monde a apprécié aux dernières vidéos, c'était genre une avalanche de compliments pour ce beau jaune là. Ouais, tout le monde ne peut pas avoir du style. Mais ils sont pas prêts au relooking encore qu'on va faire sur Twitch, parce que oui, on est sur Twitch maintenant, toutes les semaines. C'est-à-dire qu'on va faire des lives plusieurs fois par semaine pour parler de plein de sujets, pas que du relooking, mais aussi beaucoup de politique. Donc tu peux trouver tout ça en description si ça te botte. Quelle intro incroyable. Bon, c'est quoi le premier sujet? On va parler de Blanquer et d'Ibiza, voilà. Oh bah super la revue des médias alternatifs là, si c'est pour relancer la même soupe que BFM et machin. Après on peut parler de Ibiza et Blanquer sauce canard. Ok. Vous l'avez forcément vu, Blanquer est allé à Ibiza et c'est sur la plage qu'il a validé le dernier protocole sanitaire pour les écoles. Non mais t'imagines, Blanquer qui fait quelque chose de méprisable quoi, c'est... Tous les médias en ont parlé. Et ça montre bien qu'il y a une indépendance des journalistes face au pouvoir parce que tu en as même qui ont demandé à Blanquer de démissionner après ça. C'est ça qu'on veut voir à la télé. Des médias forts, engagés, qui provoquent le gouvernement, qui le poussent dans ses contradictions, dans ses retranchements. Julian Assange n'a qu'à bien se tenir, la relève est assurée. Enfin ça évidemment, c'est l'impression que veulent donner les journaux et les journaleux. Les mecs, ils défendent tellement le système, et ils sont tellement médiocres dans leur travail jour après jour, qu'ils veulent saisir toutes les opportunités pour se faire passer pour les garants de la liberté, les garants de la vérité et comme des vrais journalistes quoi, ceux qui ne le sont pas. Ouais, parce que les types quand même à la base c'est des putains de tapis, tout le monde leur marche dessus et ça leur va très bien d'habitude. La preuve c'est que Blanquer a eu des affaires bien plus grosses et bien plus scandaleuses. Par exemple la gestion du Covid qui a été improvisée du début jusqu'à maintenant, la réforme du bac mais aussi plus grave, l'affaire d'avenir lycéen où le ministère de l'Éducation nationale a créé un syndicat fantoche qu'il a largement financé avec de l'argent public, réduisant les subventions des autres syndicats lycéens plus ou moins d'opposition. Avenir lycéen était composé de gros débiles qui ont dépensé tout le fric dans des restos et des nuits d'hôtel hors de prix et se sont comportés comme un bon syndicat jaune, c'est-à-dire qu'ils ont fait semblant de s'opposer pour en fait légitimer le gouvernement. Ouais, niveau ingérence et comportement mafieux, ça va très loin quand même. Mais là, évidemment, t'as aucun journaliste qui va demander la démission de Blanquer. Non, cette affaire, elle est trop complexe. Puis si tu mets Blanquer face à ça, en fait, il ne saura pas quoi répondre. Il sera juste face au scandale et il pourra juste que assumer. Et ça, les journalistes, ils aiment pas trop. Ils aiment pas trop vraiment mettre les ministres dans la merde. Non, il faut toujours une porte de sortie. Tu vois, comme l'affaire de Ibiza. Là, ça fait un scandale permanent parce que c'est facile à comprendre. Potentiellement, il y a des images qui vont peut-être être trouvées. Et surtout, Blanquer, il peut articuler une défense très facile. Il peut même se victimiser face à un système médiatique qui ne s'intéresse pas au fond et qu'à la forme. Et il n'a pas tort. En fait, il crée l'illusion de l'embarras et de la contradiction, sauf que c'est une illusion. C'est rien d'autre que ça. L'important, c'est de cultiver l'entre-soi sécuritaire entre les bourgeois et les politiques, si bien symbolisé avec Blanquer qui biche avec une des journaleuses, et tout ça pour mettre en scène la démocratie où le pouvoir serait contredit et où les journalistes leur demanderaient des comptes. Tout ça, c'est de la fiction, et les journalistes se défendent en disant que de toute façon, ils sont obligés de parler de ça, parce que c'est l'actualité, parce que c'est le scandale du moment. Mais sans le savoir, en fait, ils aggravent leur cas. Parce qu'un scandale, ça n'existe simplement parce que eux, ils ont décidé d'en faire un scandale, parce qu'ils ont transformé ça en un événement politique. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de rendre scandaleux un ministre à la plage et pas l'affaire d'avenir lycéen? Pourquoi ils ont choisi de rendre scandaleux Chalençon et pas Julian Assange? Réponse, parce qu'ils agissent comme si la politique était une télé-réalité, parce qu'ils sont payés pour ça, parce qu'ils sont profondément incompétents et qu'ils ne sont intéressés que par leur image et pas par la vérité, pas par le bien commun. C'est pour ça qu'ils préféreront toujours insulter les complotistes pour se faire mousser, quitte à nourrir la machine plutôt que de faire de l'investigation. Après, il faut dire que de très nombreux profs, personnel éducatif, se sont saisis de cette affaire pour essayer d'en faire un argument politique et ça s'explique très bien, c'est parce qu'on n'est pas en démocratie. Bah oui, Blanquer se fout de leur gueule en permanence, il ne concède rien, improvise tout, les méprise, les met en danger et empêche toute forme de démocratie de s'exprimer. Donc lassé de ce foutage de gueule, devant le constat que les médias sont trop crétins pour parler de leurs conditions de travail, bah il leur reste que les coups sous la ceinture quoi. Donc ils appuient un faux scandale pour l'emmerder, pour peser dans le rapport de force parce que c'est le seul moyen qu'ils ont. C'est pour ça que la démocratie, ça permet de remonter le niveau du débat public encore et encore et ça permettrait de nous sortir de la merditude ambiante. Alors évidemment, je prends ça pour exemple, la démocratie, c'est pas que le RIC. Mais si on avait le RIC, en fait, les profs, ils n'auraient pas essayé de mendier avec des effets de com, tout ça, pour essayer de parler de leur truc, non. En fait, ils se seraient démerdés pour avoir des signatures, donc avoir des débats de fond avec les gens, pour après imposer le référendum et du coup imposer un débat public sur leurs revendications. Pas sur Blanquer et Ibiza, mais sur leurs conditions de travail. C'est pour ça que l'autoritarisme et la corruption des médias, c'est ça qui détruit aussi le débat public en France, la façon dont on fait de la politique, comment on se parle et tout ça. D'où l'importance de rester réfractaire à tout ça. Je dis réfractaire parce que c'est le canard réfractaire. No shit. Donc c'est pour ça que face aux vacances de Blanquer, il y a une solution radicale,
la constituante. Ah, ça y est, tu vas parler de la constituante à chaque vidéo maintenant. De la constituante et de Julian Assange. C'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait inviter Julian Assange à Cuba pour faire un atelier constituant. J'appelle Camille, elle va organiser ça. Elle organise toujours tout, Camille. Allô? 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 En parlant de journaleux, il y a eu un événement assez marrant il y a quelques jours à Strasbourg. Le président du Royaume de France est arrivé au Parlement pour faire un discours nul, parce qu'il est le président des réunions de Conseil européen. Déjà, le mec arrive et se fait huer, même au Parlement. Bon voilà, c'est pas grand chose, hein, mais le fait que ça l'emmerde, nous, ça nous fait plaisir. Donc après avoir papoté là, il parle de l'Union Européenne, mais c'est chiant en crever. Et après, il se casse pour une petite conférence de presse, mais à sa sauce. L'événement était sous contrôle total de son équipe, et les journalistes étaient invités à noter les éléments de langage pour ensuite les répéter comme de bons toutous au chaud dans leur rédaction. Ah ça c'est du Macron tout craché, hein. Mais bon, si t'es pas convaincu, tu peux aller voir la vidéo de Djemil qui en parle très bien, où il reprend l'affaire de Je les emmerde tous là dans l'article du Parisien. Bref, Macron fait du Macron, sauf que ça n'a pas plu aux journalistes de prendre la leçon. Et nombreux sont sortis comme signe de protestation. Macron a bien entendu fini par faire la morale, comme d'habitude, choqué qu'ils osent faire leur métier. Je crois que c'est comme ça qu'on organise les choses. Et ce qui s'est passé n'est pas anodin, qu'est-ce que vous pensez de cette ambiance? Faut dire que le pauvre, il a perdu l'habitude. Putain, Macron, il est même cancel par des journalistes qui traînent au Parlement européen. Un coup dur quand même, hein. C'est ça, c'est la grosse tête, tu vois. C'est les journalistes, ils font un truc qui marche bien, et puis après, on oublie les copains. Bon, tu veux que je te parle d'un autre sujet qui nous concerne aussi et qui concerne Macron, mais dont on ne parle pas beaucoup? Le Soudan. Et en parlant de ça, Nina, est-ce que tu connais les pays limitrophes du Soudan? Tu as la Libye, l'Égypte, la Somalie, le Tchad. Il n'y a pas la Somalie. Il s'agit du Tchad, de la Libye, de l'Égypte, de l'Éthiopie. T'as oublié l'Érythrée, hein. Ah, c'est vrai. C'est fou ce qu'on apprend quand même en regardant les lives du Canard FAQ sur Twitch 3 fois par semaine. Tu penses qu'ils ont compris le fait qu'on a lancé une chaîne Twitch? Viens, on parle du Soudan. En 2019, les Soudanais ont réussi à faire tomber le dictateur Omar al-Bashir, un maréchal devenu président par un coup d'État en 1989. Du coup, on a 25 ans pour s'organiser et faire tomber Macron. Ça va en vrai. En vrai, dégager un mec qui est installé depuis 30 ans au pouvoir, c'est quand même fort. La résistance a su s'organiser et la révolution a poussé l'armée à destituer et à arrêter le dictateur. Le 25 octobre dernier, un nouveau coup d'État de l'armée a lieu. Une armée qui s'empresse de placer le technocrate Abdallah Hamdok comme Premier ministre, ce qui leur permettra d'avoir une caution démocratique, d'obtenir un partenariat avec les non-militaires et de promettre aux Soudanais une transition vers un gouvernement civil. Mais que nenni! Le masque tombe officiellement ce 2 janvier avec la démission du Premier ministre et la prise officielle du pouvoir par l'armée. Depuis cet automne, les Soudanais combattent l'armée qui les mène en bateau et continuent de faire face à la répression qui vient de tuer 7 nouveaux manifestants à balles réelles. 7 morts qui s'ajoutent aux 60 morts et aux 300 autres blessés, des tirs à balles réelles, des LBD, des lacrymos et même des viols. Les militaires barricadent les ponts de la capitale Khartoum avec des containers pour empêcher aux manifestants de venir en renfort des civils qui sont tabassés, violentés, jusque dans l'hôpital de la capitale où les militaires s'en prennent aux soignants et même aux malades. Et si l'association des professionnels soudanais revendiquait liberté, paix et justice en 2019, aujourd'hui les révoltes sont menées par des comités de résistance soudanais, donc par des gens qui s'auto-organisent dans leur quartier. Et ces gens-là, ils ont comme slogan pas de partenariat, pas de négociation, pas de légitimité. Ils réclament que les militaires soient mis à l'écart du pouvoir et qu'un réel gouvernement civil soit mis en place. Et puis à l'international, bien sûr, l'Occident condamne la répression. Et le chef de l'ONU appelle évidemment à mettre fin aux violences, mais dans le même temps regrette que le Premier ministre factice ait démissionné, et du coup c'est un peu contradictoire. L'ONU, il a donc organisé des pourparlers, c'est-à-dire des conversations entre les mouvements armés, les groupes de femmes, les comités de quartier, pour arriver à un accord. Et évidemment, la Ligue des États arabes qui est menée par l'Arabie Saoudite salue l'annonce de l'ONU, mais ce que le monde ne nous dit pas, c'est que le Soudan est un pays stratégique pour l'Arabie Saoudite, puisque celui-ci est très riche en nickel et en uranium. Et ça, vous le savez, c'est un combustible indispensable pour les centrales nucléaires. Les États-Unis, ancien très grand allié de l'Arabie Saoudite, est aujourd'hui exportateur net de pétrole avec le pétrole de schiste, ce qui pousse la dictature wahhabite à trouver d'autres débouchés commerciaux et diplomatiques, et c'est ce qu'elle fait avec la France, en achetant des armes et en colonisant les mines d'uranium pour satisfaire les besoins de la France sans que cette dernière n'ait à se salir les mains. En fait, c'est une forme d'impérialisme indirect délégué au Daesh blanc de la part de la France.
Et donc un peu comme d'habitude, on a l'impression, avec l'ONU, ils organisent des pourparlers, des machins, mais en fait, ils font juste en sorte que ce qu'ils pensent être bon soit validé par le pays, et ce qu'ils pensent être bon, c'est le retour de la démocratie d'avant, c'est-à-dire celle qui avait causé tous les problèmes. Et tout ça pourquoi? Pour avoir un État stable qui puisse signer des accords commerciaux, notamment avec d'autres pays, et là on retrouve l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats. Du coup, la posture, c'est un peu que tout continue comme avant, que le commerce continue comme avant, et du coup, les revendications des Soudanais, ils l'ont un peu dans... Après, les Soudanais, ils sont un peu débiles parce que c'est un pays d'Afrique. En plus, ils veulent une démocratie. Et en plus, ils ont un peu une tendance socialiste, tu vois. Ça fait quand même trois choses qui sont... C'est un pays d'Afrique, donc si c'est une dictature, c'est déjà bien, quoi. On va arrêter là. Ça va, Wissam? Ça va. Bref, évidemment, derrière tout ça, t'as les ressources, t'as l'uranium, donc t'as le nucléaire, donc t'as EDF. Et ça tombe bien parce que tu as pas mal d'articles là-dessus et c'est Nina qui va en parler. C'est la panique chez EDF, puisque 10 réacteurs sur 56 sont à l'arrêt, du jamais vu. Et pour cause, des problèmes de corrosion et de micro-fissures au niveau des soudures sur des circuits qui permettent de refroidir les cœurs des réacteurs et qui sont essentiels pour éviter de se retrouver dans des situations de fusion qui peuvent mener à ce qui s'est passé à Tchernobyl ou à Hiroshima. Ces problèmes, ils apparaissent souvent qu'après 30 à 40 ans, c'est la période d'incubation, ce qui fait qu'EDF avait rien vu. Et donc ils connaissent toujours pas l'origine du problème, ce qui est un peu inquiétant. Donc bon, EDF va raquer, puisqu'un réacteur à l'arrêt, c'est une perte d'environ 1 million d'euros par jour. Et la plupart des réacteurs sont à l'arrêt pour plusieurs mois au moins. C'est donc la galère pour l'entreprise qui était déjà contrainte de vendre à perte son électricité bon marché à son concurrent face à la hausse des prix et qui avait déjà estimé une perte de 8 milliards d'euros. Et dans le même temps, elle doit toujours venir à bout de la construction d'un réacteur EPR dans la Manche, dont le coût a augmenté de 10 milliards après un retard de 15 ans. Et puis à côté de ça, il y a nous qui payons l'électricité la peau du cul et il y a Macron qui continue dans sa folie nucléaire. Notamment avec son projet de mini-centrale en kit, qui ne pourrait même pas être effectif dans les délais pour respecter les attentes écologiques de l'Union européenne. Bon, c'est pas comme si on lui faisait confiance de toute façon. Vous pouvez aller voir l'article de Mediapart en description si vous voulez en savoir plus. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que le crush de Macron sur les mini-centrales nucléaires ne vient pas de nulle part. Ces centrales sont en réalité issues des sous-marins nucléaires de Naval Group, et leur production a été annoncée après la rupture du contrat entre l'entreprise française et les Australiens. Tout ça après un coup de traître impérialiste des États-Unis, permis grâce à leur espionnage économique qui avait été révélé par Wikileaks. Grâce à cette manœuvre, les États-Unis ont signé un accord avec l'Australie et la Grande-Bretagne pour renforcer leur présence militaire dans la zone Indo-Pacifique et du coup faire pression contre la Chine. Macron préférant alors se la jouer pro-nucléaire sur des centrales qui ne verront jamais le jour pour en vérité renflouer Naval Group et emmerder Mélenchon plutôt que d'assumer qu'il est une serpillière des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. Et c'est à ce moment-là de la vidéo que toutes les informations prennent sens. Parce que si on récapitule tout, c'est-à-dire que la France se sert de l'Arabie Saoudite pour mener des guerres coloniales au Soudan pour extirper l'uranium pour ses centrales nucléaires. Ce qui fait que la route de l'uranium est aujourd'hui contrôlée par l'Arabie Saoudite qui crée une situation de codépendance entre les deux pays. Une codépendance qui s'incarne à travers la vente d'armes à l'Arabie Saoudite et à travers les liens diplomatiques qui sont en train d'être remis en place avec Macron. En France, tu as un lobby du nucléaire qui met le pays dans une impasse énergétique, dans une précarité généralisée et dans un non-débat puisque à la télé on parle jamais de ça. Et là-dessus, tu as les États-Unis qui arrivent, qui nous marchent littéralement dessus pour pouvoir mener leur guerre froide contre la Chine, ce qui pousse Macron de manière idiote à s'entêter et à s'enfoncer dans l'impasse nucléaire avec de nouveaux réacteurs. Donc ça veut dire qu'il y a besoin de plus d'uranium, donc la nécessité d'imposer un impérialisme au Soudan et à d'autres pays d'Afrique, ce qui fait que tu as eu plein de morts au Soudan et que la répression est forte là-bas. Donc ça veut dire que la boucle est bouclée dans tous les sens. Pire, les Soudanais sont pris entre deux impérialismes. D'un côté l'Arabie Saoudite et les États-Unis, et de l'autre la Chine et la Russie, qui vendent eux aussi des armes pour maintenir un régime fort et colonisé pour, là aussi, profiter des ressources. Donc sans grande puissance pour les aider, nos camarades soudanais sont seuls à lutter contre eux plus fort qu'eux. Conclusion à cette histoire, en fait ce qui se joue en France, ça a une influence dans le monde entier. Par exemple, si on arrête le nucléaire en France, ça veut dire qu'on aura moins cette dépendance à travers l'uranium, donc avec l'Arabie Saoudite, donc on ne sera pas obligé de leur vendre des armes, donc ils seront désarmés dans leurs conflits, notamment au Liban, au Yémen, au Soudan, etc., etc. Quand même pas mal de conséquences vu que ça concerne des millions de personnes. Bref, si on fait la révolution en France, on devient indépendant, on fait en sorte qu'il n'y ait plus de coup d'État organisé par la France dans différents pays, et on offre une autre solution, une troisième voie à des pays qui veulent en fait être démocratiques et distribuer leurs richesses. Histoire qu'il y ait des coopérations internationales qui ne dépendent ni de la Chine, ni des États-Unis. Oui, parce que quand on est anti-impérialiste, on est contre tous les impérialismes. Mais voilà quoi, c'est un peu le destin français, tu vois. Et puis il y a plein de pays avec qui on peut faire ça. Du coup, il n'y a plus qu'à faire.
Mais il y a plein d'autres articles intéressants dans la presse indépendante française. À commencer avec La Relève et la Peste, qui nous partage l'initiative de la Finlande qui a relogé la quasi-totalité de ses SDF. L'idée était d'abord de les reloger dans des nouveaux HLM, puis de les accompagner dans la santé, le travail, le sevrage et la réinsertion. Et le plus marrant, c'est qu'au niveau comptable, reloger et réintégrer ces personnes, c'est plus bénéfique que de les laisser dans la rue, vu que ça évite de nombreux autres frais. Maintenant, c'est clair et net, on sait que la décision de ne pas reloger des SDF, c'est juste une bêtise morale et criminelle, puisque humainement et économiquement, il n'y a rien qui l'empêche. Street Press, eux, nous font remarquer, comme c'est intéressant, que l'Allemand que vous savez préfet de police de Paris a interdit la manifestation des profs ce jeudi. Son argument, c'est que le délai était trop court, et du coup, c'est un peu du mépris, puisque à côté, Blanquer a annoncé la veille le protocole. Et vous ne savez pas, le meilleur dans cette histoire, c'est que dans le même temps, Didier Lallemand a laissé faire une manifestation de génération identitaire, pourtant dissous l'année dernière, et qui a tabassé des Parisiens cette semaine pour honorer sa marche de la fierté parisienne. On a une autre info qui est méga importante, qui vient d'un média qui n'est pas très indépendant, Libération, mais on devait vous en parler. Libération nous révèle que 36% des spectateurs du Canard réfractaire ne sont pas abonnés. Mais ça va pas du tout là, c'est quoi ce délire ? C'est beaucoup trop élevé. Donc abonnez-vous. Basta, encore eux, nous parle de la lutte technologique toujours plus grande entre la police des frontières européennes et les associations de défense des expatriés. Mais non, Johan, ils sont pauvres. C'est pas des expatriés, c'est des migrants. Les expatriés, c'est les richoux là qui vont à Dubaï pour pas payer d'impôts. Oui, c'est vrai. Bref, de plus en plus de fric pour des hélicoptères de plus en plus chers pour dégager des migrants sans thunes. C'est fou comment ces centaines de millions d'euros arrivent à être dépensés alors qu'on pourrait les mettre dans l'accueil digne de ce nom pour ces personnes. Mais bon, Bastamag documente et résume bien mieux que nous cette affaire. Tout ça est en description. Bon voilà, c'était dense tout ça. On n'a pas fait de reportage cette semaine, mais on a un peu manqué de temps. Mais bon, dites-nous si ça vous a plu en commentaire. La semaine prochaine, on fera un reportage. Mais surtout, genre lundi, mardi, mercredi, là, il va sortir une nouvelle vidéo sur les vaccins qui va être pas mal. C'est comme s'il disait « Tiens, je tends le bâton pour me faire battre ». Et puis jusque là, des bisous les gens. Bah ouais.